Bonjour, monsieur, nous n'attendions plus que vous. Asseyez-vous. Ça commence. Ah non, il y en a encore un autre. Bon. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Tristan Nito. Je travaille dans une société française qui paye ses impôts en France. Putain, direct. Contrairement à son principal concurrent. Et donc, on est donc à NetSecurD et ça commence sur les chapeaux de roue. Je vais parler de services en ligne, de vie privée et de personnalisation. Voilà. Alors, comme c'est encore un peu tôt le matin, j'y vais mollo. J'ai commencé avec des grosses icônes pour dire qui je suis. Mozilla Firefox, à gauche. Qui utilise Firefox? Levez la main. Bravo. Ok, vous pouvez supprimer Chrome, hein, les autres. Bon. J'y ai passé 17 ans. J'ai cofondé Mozilla Europe, que j'ai présidé pendant 9 ans. En partant, il y a 4 ans, j'ai commencé à écrire un livre qui s'appelle Surveillance, qui est sorti il y a 2 ans, parce que je suis pas un rapide. Ensuite, j'ai passé 3 ans dans une start-up française qui s'appelle Cozy Cloud, qui fait du logiciel libre et qui se consacre aux données personnelles. Et enfin, le 1er juin dernier, j'ai rejoint Quant, le moteur de recherche qui respecte votre vie privée. Et dans mon copieux temps libre, j'étais membre bénévole du Conseil national du numérique pendant 3 ans. Et maintenant, je suis au comité de prospective de la CNIL depuis 2 ans. Et bon, il fallait bien un fil rouge pour cette présentation. J'ai décidé de parler de mes héros. Les héros qui sont à mon panthéon personnel, avec en numéro 1 Tim Berners-Lee, rien de moins que l'inventeur du web. Donc Tim Berners-Lee était ingénieur au CERN, Centre européen de la recherche nucléaire, et il a inventé le web pour résoudre un problème qui était compliqué, enfin plutôt la solution n'était pas très simple. Le problème est simple, les gens ils venaient au CERN chacun avec leur ordinateur, et ces ordinateurs n'étaient pas compatibles les uns avec les autres. Et évidemment, c'est un péché mortel pour des chercheurs que de ne pas être capable de partager le résultat des travaux de recherche. Et donc, il se dit, dans ce contexte, comment est-ce qu'on fait pour créer un système qui permet de publier et d'accéder à des documents qui sont partagés sur un réseau? Et c'était le web. Et en fait, le web, finalement, c'est une solution extrêmement élégante au départ par sa simplicité. Un protocole HTTP. Vous voyez, il y a eu le 1.0, le 1.1, maintenant on en est au 2.0, c'est-à-dire que c'était relativement simple au départ. HTML, très simple, c'est aussi le succès de la chose, c'est qu'HTML c'est très simple, ça se lit, enfin bon, il ne faut pas avoir peur, au début on a un peu les yeux qui saignent, mais en fait c'est assez simple. Bon, après il y a les CSS, moins simple là déjà, hein. Bon, puis après il y a eu JavaScript, mais ça c'est pas lui qui l'a inventé, donc bon voilà. S'il y avait un seul reproche à faire à Tim Berners-Lee, malgré l'immense respect que je lui dois, c'est que dans son contexte académique, il n'a pas pensé que le web sortirait du labo et qu'il faudrait un modèle commercial pour payer les gens qui écrivent ou qui publient sur le web. Parce que dans son contexte académique, les gens ils sont payés, quoi, et donc ils sont payés pour écrire, pour chercher, et donc ils publient. Voilà, ils sont payés. Mais dans un monde où quand même une bonne partie du web est commercial, pas à 100%, mais une partie l'est, eh bien on ne sait pas rémunérer les gens qui publient sur des sites web. Et ça, c'est un caillou dans la chaussure du web, et ça fait un bout de temps, bientôt 30 ans, qu'on a ce caillou dans cette chaussure. Intermède bucolique. Non mais il y a un rapport, hein. Je sais, ça, vu comme ça, là, bon. Alors, cette diapo, je la mets tout le temps, pas que quand je viens à Rouen, hein, d'accord, hein. Moi, j'ai grandi à côté, dans un petit village qui s'appelle Préau, et je venais à l'école à Rouen, voilà. Bon, mais celles-là n'ont pas été prises dans le pré d'à côté de la maison. Je l'ai trouvée sur Internet, c'est vous dire. Ça, c'est 2 vaches qui sont dans un pré. Et la première dit à la deuxième, j'adore cet endroit parce qu'on est nourri gratuitement. Et la deuxième répond, ouais, t'as raison, c'est super d'être nourri gratuitement. Et en plus,
on est logé gratuitement. Et donc cette photo, en fait, il y a une légende en dessous que je n'ai pas affichée exprès parce que sinon ça spoilait complètement le truc. C'est 2 vaches discutant du modèle gratuit. Parce que, en fait, nous, on utilise Google, on utilise Facebook, c'est gratuit, c'est super, c'est génial, merci, ils nous font des cadeaux. Zuckerberg, il est hyper généreux, je vous jure, hein, il nous fait Facebook, mais gratos, quoi, hyper sympa. Alors, je suis sûr que vous êtes au courant, mais les vaches, elles ne sont pas clientes du fermier. Vous êtes au courant de ça? Ils vous l'ont dit. Je vois des regards un peu flous, là. Et ceux qui sont pas sûrs, vous venez me voir et on parlera de la petite souris et du Père Noël après, d'accord? Mais en privé, parce que je veux pas vous faire 3 chocs d'affilée quand même, quoi. Donc, les vaches ne sont pas clientes du fermier. Le fermier, il a intérêt à ce que la vache, elle soit en bonne santé. C'est pour ça qu'il la bourre d'antibiotiques, vous voyez? Faut pas qu'elle meure tout de suite, voilà. Faut pas non plus qu'il y ait trop d'antibiotiques parce qu'après il y en a dans le lait et puis la coopérative a fait chier. Tout ça, vous voyez. Donc, il y a un relatif alignement entre les besoins de la vache, qui est d'être nourrie et d'être logée, et ce qu'apporte le fermier. Bon, il y a aussi des aspects sur lesquels ça diverge. Déjà, tous les matins et tous les soirs, elle lui prend son lait. De temps en temps, il lui prend un veau et à la fin, elle lui prend le reste. C'est-à-dire tout. Mais fondamentalement, le client du fermier, c'est la coopérative laitière. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Ce qui nous amène, donc je vous dis, il y avait un rapport, hein, au modèle commercial du web aujourd'hui. L'utilisateur ou l'utilisatrice aujourd'hui, c'est un échange qui est comme ceci. Des données personnelles, on ne s'en rend pas bien compte, mais on va y venir, qui sont envoyées de l'utilisateur vers la plateforme. Je vous mets Google, Facebook, j'ai mis un mélange des deux. Hein. L'utilisateur ou l'utilisatrice donne son contenu. Ah oui, parce que sinon, si vous ne donnez pas votre contenu, Facebook c'est vide, le web c'est vide, donc Google n'a rien à indexer, c'est vide aussi. Et en échange, vous tirez du plaisir ou de l'utilité de la plateforme. Ça, c'est ce qu'on voit en tant qu'utilisateur. Ce qu'on ne voit pas, c'est ça. Et ça, c'est le vrai business, le vrai argent. Il est là. C'est l'annonceur publicitaire qui cherche à toucher une audience ciblée et qui, en échange, donne de l'argent. Le vrai pognon, le vrai client, c'est lui. Nous, là, on est juste le bétail. On est la vache dans le champ. On produit de la data, on produit du contenu, et en échange, on a le service. Service qui n'est pas forcément hyper avantageux. Moi, j'ai fait le calcul sur la compta 2014 de Facebook, parce qu'à l'époque, en 2015, quand j'ai fait le calcul, c'est la seule qui était disponible. Si on prend tout ce qui est dépensé par Facebook, mais tout, pas simplement la fourniture du service, pas simplement les serveurs, mais aussi tout la R&D à la con qu'ils font avec des ballons dirigeables qui mettraient de l'Internet partout, leurs investissements immobiliers, etc. Et si on divise ça par le nombre d'utilisateurs, à peu près 2 milliards, eh ben on se rend compte que Facebook, ça coûte 3 € par personne et par an. C'est-à-dire que l'utilisatrice, elle a un service qui vaut 3 € par personne et par an. Et par rapport à ce qu'on donne, c'est pas une super affaire. Et vous allez voir. Alors, comment est-ce que Google collecte vos données personnelles? Je suis désolé, j'avais pas assez de place sur le slide pour les mettre tous. Hein. Déjà, avec Chrome. Qui utilise Chrome dans la salle? Levez la main. C'est pas bien. Alors, levez la main si vous avez un Android dans la salle. C'est une catastrophe. Qui utilise Google Maps? Alors, sans Google Maps, je serais arrivé encore plus en retard ce matin. Donc moi aussi, j'utilise Google Maps, en attendant Quant Maps. Alors, tout ça, c'est fait pour pomper vos données. Tout.
Bon, alors Google Maps, l'idée c'est d'accéder à votre GPS et de vous pister dans le monde physique. Comment vous vous déplacez, où vous allez habituellement, quel est votre domicile, où est votre bureau, etc. Il vous pose la question, mais non, c'est pour vendre service. Gmail, paradoxalement, pendant très très longtemps, ils lisaient vos courriers. Maintenant, ils disent qu'ils les lisent plus. Enfin, ils les lisent encore, mais pas pour la pub. Quand ils l'ont annoncé, c'était genre, ouais, non, maintenant, on n'a plus besoin, quoi. Je veux dire, de toute façon, c'est vu tout le reste qu'on a. Bon, alors, les contacts, bon, bah, c'est pour pomper vos contacts. Hein. Google Search, c'est pour tout savoir sur vous, vos interrogations, vos peurs, vos craintes, vos envies. Ça, c'est vachement bien. Hein. Et il y a des gens, parfois, ils se lèvent le matin, ils ont une rougeur mal placée, ils font « Oh la vache, l'horreur !» Oh la vache, ça gratte, puis c'est quand même mal placé, quoi. C'est pas... Je sais pas si je vais en parler au docteur. Et donc, il demande à Google, direct, qui lui n'a pas fait le serment d'Hippocrate, il n'a pas le secret médical, rien. Fonce, direct. Hein. Alors là, j'ai un bouton là, vous voyez, là. Bon. Et évidemment, Google, comme souvent, on a un compte Gmail, parce que ça va de toute façon avec Android, eh bien, il sait, parce que vous n'êtes pas déconnecté en sortant de Gmail, il sait qui vous êtes et les questions que vous vous posez. Type rougeur sur le gland. Oui. Voilà. Alors l'agenda, bon, bah, c'est pour savoir ce que vous faites de vos journées. Le Drive, c'est pour accéder à vos documents. Google Analytics, ça c'est pour choper aussi ceux qui n'utilisent pas Chrome, pour connaître leur historique de navigation. Parce que Chrome, ça capture votre historique de navigation, combien de temps vous passez sur les sites. Et Android, alors là c'est un truc de fourbe, c'est génial. Android, ça a coûté des milliards, littéralement des milliards de dollars à développer. Des milliers de développeurs pendant presque 15 ans. Très très cher, au prix du développeur en Silicon Valley, très très cher. Hein. Donc plusieurs milliards de dollars. Et ils le donnent, les cons, mais c'est... Et oui, ils le donnent à des gens qui ont les moyens de payer. Ils le donnent à Samsung. Samsung a les poches pleines de lingots quand même. Hein. Eh bien, ils le donnent. Mais, ils le donnent si Samsung, ou LG, ou Sony, ou tous les autres, hein, si ils livrent avec les applications listées sur la droite, mises par défaut dans le téléphone, en page d'accueil, qui sont destinées à pomper vos données. Donc en fait, si vous voulez, votre Android, c'est un cheval de Troie destiné à pomper vos données, sauf qu'on est beaucoup plus con que les Troyens parce qu'on le paye, vous voyez. Au moins, les Troyens, ils avaient eu le cheval gratuit, quoi. Ben nous, non. Bon, Chrome, c'est gratuit. C'est mal, mais au moins, vous ne payez pas le cheval. Alors là, bon... On va dire Nito, il n'aime pas Google, tout ça. Non, c'est pas vrai. À une époque, j'aurais aimé bosser chez Google. Et bon, ils ont mal tourné. Bon. Mais vous allez voir, c'est pire avec Facebook. Parce que alors là, pour le coup, je les déteste vraiment. À l'époque où j'utilisais un téléphone Android, je me suis dit, tiens, je vais installer l'application Facebook. Et il m'a dit, Facebook doit avoir accès aux éléments suivants. Identité, agenda. Mais Zuckerberg, pourquoi tu veux lire mon agenda? Contact. Alors là, je sais, parce qu'il le prend, il l'envoie direct sur ses serveurs. La position GPS. Il veut lire mes textos. C'est quand même un peu gênant, quand même. Hein. Il veut accéder à mon téléphone et à son historique des appels. Et il veut lire mes photos, etc. Bon. Le problème, c'est que là, c'est mes données à moi. Mais pas que. Parce que quand j'accepte d'installer Facebook, il pompe mes contacts et donc c'est les données personnelles de mes amis. Donc en fait, que moi, je fasse un pacte avec le diable, ok, mais en fait, je refile aussi les datas de mes amis. Ça commence à craindre. Et en bas, ce bouton accepter, il y a un côté soumission quand même. Oui, j'accepte, fais-moi mal. Mais il est vert comme le feu vert qui vous dit de démarrer. Vous voyez, vert, la couleur de l'espoir. Et il y a 2 milliards de crétins qui ont cliqué. Mais pas moi. Alors, je vous rassure, en fait, ce côté de 2 milliards, ça fait de vous pas un crétin. Ça fait juste quelqu'un d'un pas très informé, comme 2 milliards d'autres. Voyez.
Donc ce nombre-là, ça fait que vous êtes un peu absous si jamais vous avez installé l'application Facebook sur votre smartphone Android. Bon, sur l'iPhone, c'est à peu près pareil, je vous rassure, sauf que c'est moins visible. Mais bon. Et pourquoi c'est un problème ? Eh bien là, un autre de mes héros, Edward Snowden. Alors lui, c'est un lanceur d'alerte. Alors qui a entendu parler d'Edward Snowden dans la salle ? Levez la main. Ok, on va la zapper cette slide, non ? Non, bon, je vous le raconte quand même. Alors voilà, Snowden est un patriote. Le mec, il voulait être militaire pour servir son pays. Bon, mais il n'a pas réussi. Bon, c'est pas grave, je vais faire agent secret. Il s'est dit. Et donc, il est allé bosser pour la CIA parce qu'il se trouve que c'était un geek et qu'il se débrouillait vachement bien avec les ordinateurs. Et il est allé bosser à la CIA. Et puis après, il est allé bosser à la NSA. La National Security Agency. Ils auraient pu l'appeler National Surveillance Agency, mais bon, ils l'ont appelé Security Agency parce que la sécurité, c'est connu, ça fait vendre. Et donc, il y va et il se rend compte que son employeur viole la Constitution américaine au quotidien. Qu'on espionne les Américains alors que c'est interdit. Et ça, il n'accepte pas. Comme il est administrateur système et qu'il a accès à plein de fichiers, sur tout le réseau interne, il part avec des clés USB de son bureau. Il appelle le bureau et lui dit « Aujourd'hui, je ne me sens pas bien ». En fait, il était déjà en train de partir vers Hong Kong, où il a donné rendez-vous à des journalistes et il leur remet ses documents, plusieurs centaines de milliers de documents, dont un que j'ai trouvé sur Wikipédia, qui est quand même bien informé, qui détaille, c'est un slide top secret, bon un peu moins maintenant forcément, puisque dans Wikipédia, donc, et qui explique ce que c'est que le programme XKeyscore, qui est en gros un moteur de recherche. Vous lui donnez un nom ou une adresse email et il vous dit tout ce qu'on a sur la personne. Ça, c'est un des programmes internes parmi des milliers qu'il y a à la NSA. Et ce qui est super drôle, c'est que XKeyscore, comme vous le voyez, il tourne sur 150 sites et 700 serveurs. Et ben, c'est pas forcément aux États-Unis qu'on le voit le plus. Donc en fait, c'est nous les cibles, concrètement. Nos entreprises, tout. Parce que finalement, la NSA, son job, quand on regarde en lisant ce qui transpire des révélations Snowden, eh bien, on se rend compte que la NSA, elle est là pour asseoir l'hégémonie américaine dans plein de domaines. Le domaine commercial, le domaine diplomatique et le domaine de la sécurité. Et si vraiment il fallait résumer en une phrase ce que dit Snowden, c'est qu'ils aimeraient bien à l'NSA surveiller absolument tout le monde, mais c'est quand même très très compliqué malgré leur gros budget, et qu'ils voudraient le faire, mais ils ne pourraient pas, et heureusement on les aide, parce que nous, internautes, on met toutes nos données dans les mains de quelques grandes entreprises. On se laisse pomper les données par les GAFA, et ça circule, et elles sont interceptées d'une manière ou d'une autre par la NSA. Donc en fait, cette centralisation des données, c'est elle qui permet et qui rend économiquement possible, la centralisation des données rend économiquement possible, la surveillance de masse. C'est ça finalement, si on devait distiller les révélations Snowden en une phrase, c'est ça. C'est parce qu'on concentre les données qu'on permet la surveillance de masse. Si on était tous décentralisés, ça serait impossible. On est les idiots utiles des GAFA qui sont les idiots utiles de la NSA. C'est formidable. Alors, un autre de mes héros, c'est Glenn Greenwald. Et Glenn Greenwald, c'est un des 3 journalistes qui est allé récupérer Snowden et les documents de Snowden dans sa chambre d'hôtel à Hong Kong, là où il leur avait donné rendez-vous. Il est tiré de ce moment un documentaire assez extraordinaire de Laura Poitras,
qui était une des 3 journalistes, et Laura Poitras donc, a fait un truc qui s'appelle Citizen4, un documentaire qui est absolument fabuleux, que je vous encourage à voir. Qui a vu Citizen4 dans la salle? Ouais, c'est pas mal, hein, parce que c'est un documentaire, et bon, les gens ne regardent pas les documentaires. Bref, Glenn Greenwald, vous pouvez l'offrir en DVD à Noël. Moi, je trouve que c'est une bonne idée. Glenn Greenwald, il a fait un TED Talk, donc une conférence TED, où il a expliqué pourquoi la surveillance de masse, c'était mal. Et en gros, c'est parce que quand on se sait sous surveillance, eh bien, on est poussé à la conformité. On fait de l'autocensure. Il y a des choses qu'on oserait faire si on n'était pas sous surveillance, mais le fait qu'on est peut-être sous surveillance, eh ben, on n'ose pas le faire. Et très concrètement, moi, je vais vous le dire, je vais vous faire une confession. À chaque fois que mes confessions, elles sont à poil, enfin bon, je suis à poil dans mes confessions, je suis désolé. Sous la douche, je chante. Je chante, mais très 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 mal. Mais c'est pas grave, je suis sous la douche, je suis tout seul, etc. Et quand j'entends la porte de l'appart qui claque et ma femme qui rentre du jogging, fait « c'est moi !» Et bien là, ça me coupe le sifflet. Parce que le fait que... C'est ma femme, enfin je l'ai épousée pourtant, tout ça, volontairement, je veux dire. Le fait qu'elle puisse me juger sur ma mauvaise interprétation de Johnny Hallyday ou de Claude François, ça me bloque un peu, vous voyez. Et donc je ne peux pas chanter. Et ça, c'est hyper révélateur, en fait. C'est cette autocensure, cette crainte d'être jugé, de faire quelque chose qui est interdit. Et il explique, c'est pour ça que tous les dictateurs, en fait, cherchent à faire de la surveillance de masse. Parce que c'est une façon de tenir les citoyens. Et si on tient les citoyens, si on les empêche de s'exprimer, c'est plus une démocratie, c'est une démocrature. Vous voyez ? Et c'est pas une bonne idée. Alors ça c'est Glenn Greenwald qui l'explique, hein, mais si vous préférez lire des philosophes français un peu chiants, vous pouvez lire Gilles Deleuze, vous pouvez lire l'auteur de Surveiller, punir, dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir. Michel Foucault, merci. Adrienne, heureusement que tu es là. Qui explique que surveiller les gens, c'est une façon de maintenir une autorité sur eux, de l'empêcher d'avoir des pensées indépendantes. Et alors, ça se discute, ça s'explique, mais surtout, ça se démontre. Ça, c'est l'audience, l'évolution de l'audience de la Wikipédia américaine, un sous-ensemble lié aux pages autour du terrorisme. Le djihad, le salafisme, les bombes improvisées, etc. Et vous voyez, au fil du temps, ça c'est l'audience, elle varie évidemment, mais en gros, elle monte. C'est cette barre noire, la régression, c'est en gros une genre de moyenne mobile, quoi, si vous voulez. La tendance, c'est ça. Il y en a de plus en plus. Les gens visitent de plus en plus ces pages-là. Et c'est bien. Alors d'abord, je rappelle, c'est légal d'aller visiter Wikipédia. Je suis désolé, hein, c'est le matin, j'enfonce les portes ouvertes, mais on a le droit d'aller visiter Wikipédia. Et je dirais que c'est bien parce que, quand même, on apprend des choses qui sont complémentaires de ce qu'on voit à la télévision. Je ne sais pas si vous avez regardé récemment les chaînes du câble au hasard ces derniers jours, du côté de Strasbourg. Qu'est-ce que vous voyez ? Vous voyez un type comme moi avec un micro qui ne sait pas quoi dire, des gyrophares, des barrières de police, de la trouille, de l'angoisse, de la colère, mais pas de l'info. Franchement, qu'est-ce qu'on a appris 19h58, premier coup de feu, machin, etc. Mais ok, mais pourquoi ? Dans quel contexte ? C'est pas là qu'on va le trouver, c'est pas sur les chaînes du câble. C'est peut-être dans Wikipédia. Et donc c'est bien de se renseigner sur ces sujets-là, parce qu'un sujet bien informé, c'est une personne bien informée, c'est un citoyen qui va peut-être voter un peu moins mal. Et donc, les gens visitent de plus en plus Wikipédia et s'intéressent au terrorisme, et c'est bien. Jusqu'aux révélations Snowden. Ça, c'est mi-juin 2013. Révélation Snowden, les Américains apprennent qu'ils sont sous surveillance. On passe de là à là, et la tendance est à la baisse. 20% de baisse le premier mois.
et ensuite ça se dirige vers le bas. Les gens ont toujours le droit de visiter Wikipédia, mais maintenant, ils se sentent sous surveillance. Ils s'autocensurent. Même visiter Wikipédia, qui est pourtant légitime et légal, est perçu par un certain nombre de personnes, au point que ça se voit quand même bien, comme étant un problème. C'est pour ça qu'il faut rejeter la surveillance de masse. C'est hyper toxique pour chacun de nous et pour nos démocraties. Alors là, c'est compliqué parce que est-ce que ça veut dire qu'il faut renoncer au numérique ? Je ne suis pas prêt. Je ne sais pas si vous êtes prêts, je ne sais pas si vous allez piétiner de rage votre Android en sortant là. Probablement pas, ou alors peut-être parce que vous savez qu'à Noël vous en aurez un nouveau mieux. Bon. Mais voilà, le numérique ça peut être vachement pratique, ça peut être émancipateur, et justement on parle de Wikipédia, il y a des aspects hyper positifs au numérique. Et la question finalement c'est, est-ce qu'il faut accepter le numérique tel qu'il est aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut en inventer un nouveau ? C'est ça la vraie question. Il n'y a pas de fatalité, si vous voulez, à utiliser les services de Google et de Facebook. Leur business model, au départ, il est pourri, d'accord ? Puisqu'ils veulent vendre de la publicité ciblée à des annonceurs. Donc ils veulent tout savoir des gens pour pouvoir cibler la publicité. Mais si on inventait autre chose, un numérique qui ne repose pas sur l'espionnage et le ciblage des gens, peut-être qu'on aurait fait un gros progrès. Et c'est exactement mon propos aujourd'hui, et c'est ce qu'on essaye de faire chez Quant, c'est ne pas se résigner au capitalisme de surveillance et inventer un modèle alternatif qui fait qu'on peut faire un numérique qui est éthique et qui est respectueux des individus et des démocraties. Alors chez Quant, donc on a fait un moteur, parce que c'était là qu'il fallait commencer, d'après nous, avec un certain nombre de particularités. Premièrement, pas de cookies. On ne met pas de cookies. D'ailleurs, quand vous allez sur quant.com faire une recherche, vous n'avez pas une bannière « Acceptez notre privacy policy », vous n'avez pas de bannière disant « On met des cookies sur votre navigateur ». Non, parce qu'on ne met pas de cookies. Donc on n'a pas besoin de vous prévenir qu'on met des cookies. On n'en met pas. Du tout. Donc on ne sait pas qui vous êtes. On ne vous a pas repéré. Si vous revenez dans 5 minutes, on ne sait pas que c'était vous il y a 5 minutes. On n'a aucune idée. Est-ce que vous êtes de Seine-Maritime, du Calvados, de l'Eure, de Paris ou du Var? J'en sais rien. Noir, blanc, jaune, vert, j'en sais rien. On ne sait pas. Et c'est tant mieux. C'est par construction, on ne sait rien sur vous et c'est tant mieux. Donc pas d'historique de recherche. Évidemment, on chiffre les interactions. Votre adresse IP qui pourrait vous trahir, elle est hachée, c'est-à-dire en gros, pour faire simple, elle est chiffrée pour pas qu'on puisse la retrouver. Tous nos serveurs sont en Europe. Notre algorithme, il est maison. On a notre index aussi sur des serveurs en France. On est le seul moteur de recherche en Europe. Et en plus de ça, on a toute une galaxie de services que j'ai commencé à lister en dessous, qui sont dans les tuyaux et qui ne sont pas encore tous sortis, mais ça va venir. Alors, première, ce qu'on appelle vertical, donc c'est toujours un moteur de recherche, c'est Quant Junior pour les 6-12 ans. Pas de porno, pas de violence, pas d'incitation à la haine, pas de drogue. C'est un peu chiant. Enfin, je veux dire, moi j'ai plus 6 ans non plus, hein, donc bon. Et pas de publicité parce que c'est des enfants. Contrairement à, je sais pas, comment ça s'appelle ce truc, YouTube Kids. Oui, voilà. Avec une interface spécialisée, des contenus spécifiques. Et si, comme ici, on fait une recherche image sur le terrorisme, on n'a pas trouvé d'image de terrorisme à montrer aux enfants. Et donc, on a un petit dinosaure qui lui dit « Je n'ai pas trouvé de résultat qui te convienne ». Deuxième verticale, Quant Music.
Alors là, ma copie d'écran, elle date, mais depuis la semaine dernière, on a maintenant la possibilité d'écouter sur Qobuz, boîte française qui paye ses impôts en France. Voilà, contrairement à d'autres. Donc là, avec la possibilité donc d'écouter la musique, d'accéder aux réseaux sociaux de la personne qu'on recherche. En quelques chiffres, on est très présent en particulier à Rouen, à Paris, à Nice, à Ajaccio, à Épinal, et on a aussi des bureaux en Allemagne et en Italie pour promouvoir Quant dans ces pays. Les investisseurs, ils sont européens, avec Axel Springer, qui est un groupe allemand qui n'est pas très copain avec Google, la Caisse des dépôts et consignations. On est le seul moteur de recherche européen, et ça c'est important en termes de souveraineté. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors là, la question qu'on me pose toujours, donc je vais y répondre d'entrée de jeu, c'est comment est-ce que vous gagnez de l'argent chez Quant? Parce que oui, c'est bien gentil, on est une société privée, il faut qu'on gagne de l'argent. Écoutez, c'est tout simple. Là, j'ai fait une recherche sur vélo dans Firefox, bon navigateur. Là, on me met de la publicité autour du vélo. Là, un lien vers Amazon est là sur un vélo Fixie sur santafixie.fr. Voilà, ça c'est de la publicité. Et puis ça c'est les résultats de recherche. Ça c'est un extrait de Wikipédia. Et ensuite les actualités autour du vélo. Ça c'est la première façon. Alors c'est de la publicité qui est contextuelle. C'est parce que j'ai tapé vélo que j'ai cette pub là. Mais quel que soit mon âge ou mon niveau de revenu, les gens auraient ce résultat-là. Je ne sais rien sur eux. Juste qu'à l'instant T, ils s'intéressent au vélo. Donc, publicité liée au vélo. Point barre. Donc, on peut gagner de l'argent, on peut faire de la publicité non ciblée, mais contextuelle, qui est fonction du contexte. En l'occurrence, une recherche sur le vélo. La deuxième façon de gagner de l'argent chez Quant, c'est l'affiliation. Là, en cherchant TV 4K, on se dit qu'il y a probablement une intention d'achat, parce que généralement les gens, quand ils tapent TV 4K, c'est pour acheter une TV 4K, c'est pas pour lire des spécifications sur les télé 4K. Et donc, là, on a un partenaire qui fait une sélection d'offres commerciales autour de la télé 4K, et si vous cliquez et que vous achetez, à ce moment-là, Quant est rémunéré. Et là, pareil, on ne sait rien, sauf qu'à l'instant T, vous vous intéressez à TV 4K. Au-delà du moteur de recherche, on vient de sortir la semaine dernière une version alpha, donc encore moins finie qu'une version bêta, pour ceux qui ne connaissent pas l'alphabet grec, et l'informatique. Donc ça, voilà, c'est Quant Maps. Quand je cherche parc des expositions de Rouen, voilà ce qui s'affiche. Avec la possibilité de le rajouter dans les favoris. Ça c'est important, je vous le montre parce qu'on va en reparler tout à l'heure. Quant Maps est basé sur l'écosystème OpenStreetMap. Donc c'est un peu pour ceux qui connaît OpenStreetMap dans la salle, levez la main. Oh, le troupeau de geeks. Bon, c'est bien, ça on va gagner du temps. Je suis désolé, ça fait de l'ardite du tout. Mais je vais en parler pour ceux qui n'ont pas levé la main. Donc c'est le Wikipédia de la cartographie. C'est des gens qui ont dessiné une carte du monde de façon collaborative et qui la mettent à disposition de qui veut. En l'occurrence, Quant la reprend. On a fait une copie sur ses serveurs, ce qui permet de ne pas avoir à coûter de l'argent à OpenStreetMap, qui est un but non lucratif. On va permettre aux gens de contribuer aussi à OpenStreetMap. Là, on ne le voit pas, mais j'avais la possibilité tout à l'heure, en faisant la copie d'écran, de participer au projet OpenStreetMap qui m'était proposé par l'application. Et il y a des tas de logiciels, il y a tout un écosystème autour d'OpenStreetMap, des logiciels libres, de l'open source. Et quand il y a des briques qui manquent, nous, chez Quant, on construit ces briques et on les met aussi en open source, donc on contribue à ces projets et ça pourra être repris par des tiers. Il y a un souci majeur pour nous, Quant, c'est que si on veut respecter la vie des gens, leur vie privée, on ne collecte pas de données sur eux. Mais d'un autre côté, quand on a utilisé Google Search et Google Maps,
on apprécie de retrouver, alors dans le search par exemple, c'est retrouver des requêtes que j'ai fait genre la semaine dernière. Parce que les gens, on l'a vu, on l'a constaté dans des tests, et on le sait par notre expérience, ils cherchent souvent plusieurs fois de suite la même chose. Ils cherchent, je sais pas, un cordonnier ou un antivol de vélo ou je sais pas quoi, une fois, et puis la fois d'après, une semaine plus tard, ils reviennent et veulent rechercher le même antivol de vélo. Et donc ils commencent à taper ANTI, et là il y a une suggestion qui est liée à leur historique de recherche. On ressort cette suggestion, Google ressort la suggestion, parce que ça fait partie de l'historique de recherche. Oui, forcément, comme il stocke toutes vos recherches passées, il vous les ressort quand vous commencez à les taper. Mais chez Quant, on s'interdit de collecter ces données-là. Est-ce que ça veut dire qu'il faut offrir un service dégradé ou pas? Alors, pour l'instant, c'est un service dégradé et ça nous ennuie. Voyons voir comment on peut faire pour personnaliser l'expérience tout en en améliorant la qualité du service et en personnalisant. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Avant de ça, je vais vous parler d'un de mes héros, un autre encore, qui est Lawrence Lessig. Lawrence Lessig, c'est un juriste, comme quoi on trouve de tout, hein. Il y a des vaches, des physiciens et tout. Mais lui est juriste, et il a écrit un article en 1999, qui est devenu un livre ensuite. Et dans cet article, qui s'appelle Code is Law, il a dit deux choses très importantes. Il a dit Code is Law. Alors, il faut que je vous explique Code is Law, ce que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, au 19e et au 20e siècle, celui qui dirigeait, celui qui nous autorisait à faire telle ou telle chose dans la vraie vie, ce qu'il appelle le régulateur, c'était un juriste, c'était quelqu'un qui écrivait la loi. Ce qui fait que vous avez le droit ou pas de vous garer, de rouler à telle vitesse sur les routes, est-ce que vous avez le droit de manger des enfants ou pas, tout ça, c'est la loi. C'est décidé par des gens dont c'est le métier. Si tout se passe bien, on les a élus et ils font des lois qui servent le peuple et qui font que la société fonctionne. Ça, c'était au 19e et au 20e siècle. Et ce que dit en 1999 Lawrence Lessig, c'est que on rentre dans le 21e siècle. C'est que le logiciel y touche de plus en plus tous les aspects de notre vie et que l'informaticien, puisqu'il y a du logiciel partout, celui qui écrit le logiciel, c'est lui qui décide de ce qu'on peut faire ou pas au quotidien. Et ça, c'est hyper important. Je vais prendre un exemple trivial. Moi, une fois de temps en temps, je vais sur le site web du Figaro depuis mon mobile pour lire un article. Et systématiquement, il y a un crétin d'informaticien qui me dit « Oh, vous devriez absolument télécharger notre application Le Figaro, c'est vachement bien ». Je ne l'ai jamais installé parce que je n'aime pas installer des applications. Il pourrait mémoriser que je ne veux pas, mais il ne mémorise pas. Il a décidé qu'il fallait m'emmerder à chaque fois à me poser cette putain de question à laquelle je réponds toujours non. Mais il a décidé, parce que son patron lui a demandé plus précisément, surtout Coco, tu ne mémorises pas que la dernière fois il a dit non. Tu lui reposes la question jusqu'à ce qu'il craque. Vous voyez ? Ça, c'est un exemple totalement trivial. Et pourtant, c'est un exemple que l'informaticien, il a une influence sur ce que je peux faire ou ne pas faire. Et il y a 1000 autres trucs. On pourrait parler des DRM, le fait que je ne peux pas copier un DVD ou un Blu-ray, même pour faire une sauvegarde. C'est juste du logiciel, hein. On a de quoi lire, on a de quoi écrire le truc, on a de quoi faire la place sur le disque dur, on pourrait. Ah ben non, on n'a pas le droit. Le logiciel qui touche, mais tout, hein, tout. Je vous demande juste là, imaginez 24 heures sans ordinateur et sans smartphone. Là, ça vous fait comprendre à quel point le logiciel il touche tous les aspects de votre vie.
arriver à la maison, savoir quel rendez-vous on a, la liste des courses, les sites de rencontres, etc. Et bien sûr, les réseaux sociaux. Et donc c'est ça qui dit, Lawrence Lessig, le code, c'est la loi. Au XXIe siècle, l'informaticien est le nouveau juriste. C'est lui qui décide de ce que peuvent faire les gens au quotidien avec tous les outils qui contiennent du logiciel. Et il a dit un deuxième truc qui est vachement important, qui est beaucoup plus difficile à comprendre et qui était plus caché dans l'article, c'est Architecture is Policy. C'est-à-dire la façon dont on dessine le système d'information, c'est un peu comme si on écrivait une constitution pour les juristes que sont les informaticiens. J'ai mis des années à capter, hein, donc vous en faites pas. Si là vous êtes un peu vasouillard sur le sujet, c'est normal. Mais il dit, et je vais vous expliquer après, donc il y a une traduction de son article hein, sur le Framablog, qui est un excellent blog, by the way. Donc on va passer dans le concret pour expliquer pourquoi Architecture is Policy, pourquoi l'architecture des systèmes d'information, c'est de la politique. Alors c'est là qu'on voit que déjà je suis un piètre dessinateur, hein, puisque le slide c'est moi qui l'ai fait, et deux, PowerPoint c'est de la merde. Bon. C'est-à-dire qu'on n'est pas aidé, quoi. C'est-à-dire que déjà t'es médiocre au départ, tu vois, puis après t'as l'outil qui descend encore un petit peu. Donc ça on va imaginer que c'est des ordinateurs, des appareils des gens, vous voyez. Bon, écoutez, on dirait un laptop quand même, non? Je fais des efforts. Bon, ça c'est l'Internet, ouais, je sais. Ça c'est un serveur, et ça c'est des données des utilisateurs. Le modèle, aujourd'hui, c'est vous utilisez, enfin, les services que vous utilisez, type Google, Facebook, Gmail, c'est ce modèle-là. Votre historique de navigation, donné par Chrome, il est là. Votre historique de recherche de Google Search, il est là. Vos mails de Gmail, ils sont là. Google Agenda, il est là. Google Contact, c'est là. Tout est là. Les applications, elles sont ici et les données, elles sont là. C'est ce qui permet, quand vous allez sur un ordinateur qui n'est pas à vous, vous vous connectez sur Gmail, vous retrouvez vos mails. Bah oui, c'est parce qu'ils sont stockés dans un serveur de l'autre côté de l'Internet. Ce modèle-là, cette centralisation des données, c'est le modèle dominant aujourd'hui. Techniquement, c'est ce qu'on appelle le software as a service. Ça permet, depuis un navigateur, de se connecter à des services. Il y a des aspects vachement pratiques au software as a service, je ne dis pas le contraire. Mais il y a la surveillance de masse que j'ai expliqué plus tôt. Ce qu'il faut, en fait, c'est décentraliser Internet, réinventer un Internet qui est décentralisé. Alors, précision très importante, l'Internet, au départ, était conçu de façon décentralisée. Fondamentalement, c'était ce qui faisait que c'était génial. Mais, à cause des business models qui sont financés par la publicité ciblée, il faut que les grandes plateformes en sachent un maximum sur les gens et il faut qu'ils restent. On ne les retient pas, contrairement à la vache qui est un des barbelés pour l'empêcher de partir. Eh bien, en fait, on est retenu sur les grandes plateformes par les données qu'on a laissées là-bas. On n'est pas entouré par des barbelés, on est juste retenu par nos données. Et donc, tout ça, ça a fait que Internet est centralisé. Ce qu'il faudrait, c'est décentraliser Internet. Et là, c'est-à-dire que les données des utilisateurs, au lieu qu'elles soient là, il faut qu'elles soient près de l'internaute. Et ça, c'est bien, parce que ça évite que le serveur ait accès à ces données. C'est ce qu'on essaye de faire, en fait, chez Quant. On fait masque. Donc voici une copie d'écran d'un prototype. C'est pas encore sorti. C'est une personnalisation côté client. On va stocker votre historique de recherche côté client. Donc quand vous vous connectez à Quant, vous commencez à taper, vous voulez retrouver cet antivol de vélo que vous aviez cherché la semaine dernière, vous commencez à taper ANTI, au lieu que ça soit envoyé sur le serveur de Quant, eh bien ça recherche en local
vos données. Et quand vous tapez entrée, à ce moment-là, c'est envoyé à Quant. Et on ne sait pas qui vous êtes. On sait juste que vous cherchez antivol de vélo. Point barre. Donc vous avez à la fois la personnalisation, on réutilise vos recherches passées, et en même temps vous avez un service respectueux de la vie privée. Donc ça marche, ça va marcher, il faut que ça marche, et ça va marcher sur Quant Search, et aussi sur Quant Maps. L'historique des recherches, quels sont vos favoris? Vous, l'autre jour, vous avez trouvé un cordonnier, vous avez trouvé un boucher ou je ne sais quoi, eh bien, vous l'avez marqué dans vos favoris ou bien vous l'avez cherché et c'est sur la carte. Eh bien, là, c'est pareil. Vous allez sur Quant Maps et on va vous servir une carte qui est complètement générique parce qu'on ne sait pas qui vous êtes. Donc, vous demandez la carte de Rouen, et ben, on vous donne la carte de Rouen. Et par-dessus, il y a un calque qui va piocher vos données en local. Et ça reste en local. Et sur ce calque, il y a vos données personnelles qui ne sont pas visibles depuis le serveur de Quant. Et donc, on retrouve vos précédentes recherches pour vous retrouver dans la ville. Donc, on a à la fois la personnalisation et le respect de la vie privée. C'est ça que voulait dire, en fait, Lawrence Lessig. C'est qu'en décidant de mettre les données et les traitements du côté du client, enfin proche du client, on lui permet d'avoir le contrôle et d'éviter la centralisation. Quant Mask est open source, parce que ça tourne sur votre machine, et pour avoir confiance, il faut être sûr que vous puissiez regarder le code et auditer comment ça fonctionne, être sûr que la data elle ne part pas vers les serveurs. Alors si vous savez pas auditer du code, eh ben, il y a des gens qui savent auditer du code et qui peuvent se porter garant et dire oh, moi j'ai vérifié Mask, ça fait ce que ça dit que ça fait, quoi, concrètement. Et la data elle reste en local. Donc pour Quant Search, pour Quant Maps, ça je l'ai déjà dit. Ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans un certain nombre, dans un mouvement qui a déjà un certain nombre de produits. Mastodon, par exemple, qui est un concurrent de Twitter, qui utilise Mastodon dans la salle. Merde, bon, on est quand même 4, hein. Bon. Donc il y a PixelFed, qui est un concurrent d'Instagram. Il y a PeerTube, qui est un concurrent de YouTube, qui utilise PeerTube dans la salle. Ah, plus déjà, c'est bien. Alors ça, c'est français et c'est fait par une association Framasoft, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure. Et il y a Funkwhale, qui est un concurrent de GrooveShark. J'ai même pas entendu parler de GrooveShark, c'est vous dire si on commence à aller dans de l'obscur. Mais donc il y a tout un mouvement autour de la décentralisation d'Internet et de l'invention de nouveaux services avec des datas qui sont plus proches des gens. PeerTube, c'est un concurrent de YouTube, mais qui est décentralisé. Mastodon, c'est comme Twitter, mais décentralisé. Alors moi je dis numérique, pas digital, c'est pour ça que je mets des smileys. On va parler un petit peu d'hygiène et ça sera ma conclusion. Je vous présente deux autres de mes héros, Louis Pasteur et Joseph Lister. Alors Pasteur, il a découvert les microbes, maintenant on dit micro-organismes, mais fondamentalement c'est la même chose. C'est le fait que y a des microbes dans l'air, sur les tissus, les mains, tout ça, il y en a partout. Ils sont invisibles, mais ils existent. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là où c'est intéressant, c'est déjà qu'avant Pasteur, on disait qu'il n'y avait pas de microbes. On appelait ça de la génération spontanée. En fait, quand il y avait un truc qui s'infectait, c'est que c'était de la génération spontanée. Et Pasteur, il a démontré, ben non, c'est pas spontané, c'est pas parce que c'est tout petit et invisible que c'est spontané. Et Lister, un Anglais, lui il a dit, mais il est parti de la théorie de Pasteur, et il s'est dit, mais en fait, il y a quand même un truc qui est dramatique, c'est que quand quelqu'un arrive dans un hôpital et qu'on l'opère, il a quand même 40% de chance de sortir dans une boîte en bois. Pas top comme score, hein, quand même. À peu près à la même époque, il faut savoir qu'une femme qui arrivait pour accoucher à l'hôpital, elle avait 4 fois plus de chances de mourir que si elle accouchait dans la rue. C'était quand même pas terrible non plus.
Et Lister, il a inventé l'antisepsie. En fait, tout simple, il s'est dit, il a trouvé, en fait, il a essayé plusieurs trucs, mais il a trouvé que le phénol, eh bien, ça tuait ces micro-organismes, et qu'en nettoyant ses outils, là où il allait opérer, et tout ce qui entrait en contact en fait avec la plaie, eh bien, ça évitait des infections et des morts. Et on est passé de 40% de morts à 15% de morts. C'est toujours pas terrible, mais c'était quand même un énorme progrès. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de ces deux-là? Eh bien, c'est parce qu'en fait, Pasteur, quand il a dit non mais c'est invisible, mais ça existe quand même, on l'a pris quand même pour un farfelu, enfin, il a eu beaucoup de mal à expliquer ça. Lister, il a mis du temps à expliquer l'antisepsie, mais au moins il avait des chiffres qui finalement montraient qu'il avait raison. Il y avait un autre, un Autrichien qui, lui, avait travaillé sur les fièvres puerpérales qui tuaient les femmes enceintes lors de l'accouchement. Et lui, il est mort fou avant d'avoir eu le temps d'expliquer aux gens que c'était qu'il y avait quelque chose qui se passait. Donc vous voyez, j'espère qu'on ne va pas finir comme eux, mais quel rapport avec le numérique en fait? C'est un rapport de l'hygiène. C'est-à-dire que le travail qu'ils ont fait, ça a mené à une éducation des gens. Déjà, ça a changé les pratiques dans les hôpitaux, mais aussi au quotidien, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ou plutôt il y a presque 50 ans, ma mère, elle m'a dit, quand tu sors des toilettes, tu te laves les mains. Quand tu passes à table, avant de passer à table, tu te laves les mains. Et aujourd'hui, c'est ce qui fait que si jamais vous allez dans un restaurant et que vous voyez le cuistot sortir des toilettes sans se laver les mains, vous vous tirez. Parce que c'est pas bien, quoi. Et ça, c'est quelque chose qu'on pourrait transposer aujourd'hui sur le fait qu'on n'a pas encore enseigné dans les écoles l'hygiène numérique. Et je pense, j'espère, que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, eh bien, on ne laissera plus ces datas traîner chez Google et chez Facebook. J'espère qu'on aura inventé un numérique qui est pérenne, qui est au service des gens, où les datas, les données des gens, elles sont proches d'eux, ils en ont le contrôle et ils ne sont pas sous surveillance. Ça reste à inventer, mais il y a tout ce mouvement d'éducation à faire. Et je pense qu'on était dans la droite ligne de ce que présentait Adrienne tout à l'heure, avec Cybermalveillance. C'est un programme d'éducation énorme à faire. Et peut-être que dans 10 ans, on ira dîner chez des amis et on verra dans un coin du salon une Google Home qui prend la poussière, mais qui est encore branchée à Internet. On lui dira mais c'est dégueulasse! T'as une enceinte connectée, mais t'as un micro là, connecté à Internet, mais tu fais n'importe quoi, tu débranches-le, on est entre amis, on peut être tranquille, quoi. Et peut-être que ça viendra un jour. Bon, évitez d'entre-temps d'investir dans ces saloperies, quoi. Hein, je voudrais juste vous rappeler que dans les années 60, les gens, ils avaient peur que les gouvernements mettent des micros, maintenant on les paye. Hein. Donc surtout, ne les offrez pas à Noël, sauf à vos pires ennemis. Voilà. Eh bien écoutez, j'ai terminé. Merci. On a un peu de temps pour les questions ou bien? Un peu moins de 5 minutes. Bon. Et il y a... Moi j'ai envie d'alterner des questions de un homme, une femme, comme dans un film de Lelouch. Bah, ça serait comme... Merci pour la conf. Même. Bonjour. Tout à l'heure vous parliez de Chrome en tant que navigateur. Le problème c'est qu'à l'ANSSI, enfin si c'est un problème, à l'ANSSI c'est ce qui préconise un petit peu. Je sais pas si Renaud est là. Chrome est... il paraît que Chrome est préconisé par l'ANSSI. Est-ce que le collègue de l'ANSSI est là? Parce que c'est lui qu'on va crucifier. Et... D'accord. Et sinon, quel navigateur préconisez-vous? Ah ben, alors j'ai forcément un biais. Non, mais c'est un biais, mais il est assumé. Alors, je vais en donner plusieurs. Firefox, fait par une organisation à but non lucratif. Le code source est ouvert. Il est libre. Ça peut se forquer si vous n'êtes pas content.
on sait d'où vient l'argent, pas forcément du bon endroit, mais bon, au moins c'est clair, on sait que c'est pas un service espion. Donc utiliser Firefox est une bonne solution. Mais si vous préférez utiliser Brave, par exemple, Brave a fait le choix de mettre Quant comme moteur de recherche par défaut en France. Allez-y, le bloqueur de pub est activé par défaut. Ça marche bien aussi. Voilà. Et puis essayez quoi. Au pire, essayez Chromium pour si vraiment vous êtes accro. Mais essayez Firefox. Ça, ils ont fait des progrès mais énormes ces 2 dernières années. C'est depuis que je suis parti en gros. Donc, on va avoir une. Oui, il y a une femme là-bas, il y a une dame qui veut le micro. Oh, c'est gentil, madame. Alors, c'est vraiment fait. Puis là, c'est là que c'est la grosse question vacharde. Monsieur Nito, pourquoi vous êtes mal sapé comme ça? Pourquoi vous dites des gros mots sur scène? Je vous écoute. Vous parliez d'Android et tout ça, donc en effet à bannir tout ça. Donc iOS, j'imagine que c'est pas forcément mieux, mais du coup, quoi alors? Qu'est-ce qu'on utiliserait? Alors ça c'est une super question. Alors donc, comme je viens de le dire, je suis parti de chez Mozilla à peu près au même moment que Mozilla abandonnait un projet parce qu'il n'a pas marché, qui s'appelait Firefox OS, qui se voulait être un 3e système alternatif à iOS et à Android. Alors, quitte à passer pour un fanboy, ce que j'essaye vraiment de ne pas être, moi j'ai choisi de passer sous iOS parce que l'iPhone est beaucoup plus respectueux en termes de vie privée. Que les choses soient claires. Sur le smartphone, aujourd'hui, c'est peste ou choléra. Le choléra, c'est moins grave que la peste. Mais c'est pas idéal, quoi. L'iPhone a beaucoup de défauts, une censure de l'App Store, le fait que ça soit pas compatible, enfin que ce soit difficile de publier des logiciels libres sur l'App Store d'Apple, ça me fait vraiment suer. Mais en termes de protection de la vie privée, chez Apple, ils sont infiniment plus clean que chez Google parce que leur business model, vous l'avez remarqué d'ailleurs quand vous achetez un iPhone à 1300 balles, ça pique, hein. Eh ben, c'est ça le business model. C'est que c'est une marque qui est premium avec des marges indécentes. Donc ils vendent très cher et ils gagnent beaucoup d'argent à chaque fois. Et si vous utilisez des services de type iCloud, ils vous les facturent tous les mois. Pas beaucoup, hein. Moi je prends iCloud, ça me coûte 3 € par mois. J'accepte. Parce que au moins je sais que les données elles ne sont pas utilisées potentiellement contre moi. Il y a un inconvénient. Alors que quand on prend un Android, eh ben c'est comme si on prenait un leasing ou un crédit. Vous voyez, vous avez une grosse mensualité, la première 600 balles, et tous les mois vous payez ou tous les jours vous payez avec vos données personnelles. Ce qui est indolore, mais ce qui est une façon de payer qui est pas bonne, quoi, pas vertueuse. Merci. Je vous en prie. C'était une très bonne question. Peut-être une dernière question. Je vous laisse choisir. Il y a des gens devant aussi, hein, si tu cherches. Hein, mais bon. Allez. Qui voulait? Oui. Alors, avec une écharpe rouge, c'est Christophe Barbier, non? Non, je confonds. Pas encore. Pas encore. Jamais je vous le souhaite. Donc, dans vos derniers slides que vous présentiez, vous militez pour réinventer l'Internet, le décentraliser et décentraliser les données sur les machines utilisateurs. Or, ça me pose des questions sécurité, sachant que le maillon faible, très important maillon faible, ce sont les machines utilisatrices de l'utilisateur, très peu sécurisées. Alors, absolument. En fait, en termes de décentralisation, il peut y avoir 2 niveaux. J'ai pas dit que ça serait simple de décentraliser. Attention. Alors déjà, Mask stocke de façon chiffrée sur votre disque dur. C'est-à-dire que même si votre machine elle se fait attaquer et que vous faites pomper votre disque dur, ils peuvent pas accéder aux données personnelles qui sont dans la machine. Ça, faut le savoir. C'est pour ça qu'on est open source, on montre comment ça fonctionne. Ça, c'est une façon de faire. Les autres services dont j'ai parlé, ce qu'on appelle le fait divers, là, avec PeerTube et compagnie, ça, c'est une décentralisation intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a des serveurs qui sont maintenus par des professionnels et qui contiennent ces données. Quand vous êtes sur PeerTube, la data, elle n'est pas contenue localement.
elle est contenue sur un serveur. Pareil pour Mastodon, etc. Donc c'est une décentralisation dans le sens où il y a plusieurs centres et plus un seul, mais c'est pas forcément sur le poste client. Et avant, je travaillais chez Cozy Cloud qui me faisait aussi un truc sur le cloud personnel. Et le cloud personnel, on pouvait l'avoir chez soi ou on pouvait l'avoir sur un serveur qu'on louait et qui était maintenu par des professionnels. Ça aussi, ça dépend des usages et des gens. Mais si on le fait sur un serveur maintenu par des professionnels, il y a forcément un coût. C'est-à-dire que il n'y a pas 36 000 modèles, quoi. Soit c'est de la publicité ciblée et ça a l'apparence de la gratuité, mais ça ne l'est pas. Demandez à la vache si c'est gratuit. Ou alors vous payez un professionnel avec du vrai argent, mais pas forcément très cher. Encore une fois, iCloud, moi, mes 3 € par mois pour faire un backup de mes appareils, ça me va super bien, quoi. 3 € par mois, enfin, je peux me permettre. C'est le prix de 2 cafés, j'assume, quoi. On a terminé alors, ça y est, c'était la dernière question. Oui, malheureusement. Merci beaucoup Tristan, je pense qu'on peut l'applaudir.